Bonjour à tous, merci beaucoup de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, comme je vous l'ai laissé entendre il y a 2 semaines de ça, on va parler d'un sujet assez particulier mais qui a un rapport avec les vidéos précédentes et qui me permettait de faire une ouverture, comme j'ai dit, assez littéraire et assez philosophique, si on peut dire. Aujourd'hui, on va parler de l'univers fataliste et satirique du nouveau roman, enfin du dernier roman paru en date de Michel Houellebecq, à savoir Sérotonine. Je m'excuse d'avance si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon ordi avec mon script de 9 pages. Voilà, donc ça vous donne une idée sur ce que va être cette vidéo. Mais cela pourra surtout vous donner une idée de ce que je compte faire sur cette chaîne et de ce qui m'anime dans la vie, à savoir étudier, analyser, réfléchir, trouver l'implicite, analyser l'explicite dans un livre, dans une œuvre. J'ai fait littéraire, hein, je pense que vous l'avez compris, donc la L résonne en moi encore aujourd'hui, même si ça fait 3 ans. On va commencer dès maintenant parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. C'est parti. Pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur l'incipit, le premier chapitre, et l'excipit, ou le dernier chapitre de ce livre, puisque c'est dans ces 3 parties en général d'un roman. Mes mains ont pété. C'est en général dans ces trois parties-là d'un roman qu'on trouve les informations qui vont nous guider ou qui nous ont guidés tout le long du roman, et c'est les parties les plus importantes et les plus intéressantes à analyser. Michel Houellebecq, de son vrai nom Michel Thomas, est né le 26 février 1956 à Saint-Pierre à La Réunion. C'est un écrivain, poète et essayiste français. Il a été révélé par les romans Extension du domaine de la lutte et notamment Les particules élémentaires. Il a reçu le prix Goncourt en 2010 avec son roman La carte et le territoire. Le 4 janvier 2019, Michel Houellebecq revient avec un nouveau roman qui s'appelle donc Sérotonine, le dernier étant Soumission qui est sorti en 2017. C'est très important de savoir qu'à chaque fois que Michel Houellebecq sort un roman, ça fait beaucoup parler, ça fait couler beaucoup d'encre comme on dit, et surtout que Sérotonine est sorti durant la crise des Gilets jaunes, vraiment en plein milieu, donc en janvier, la crise ayant commencé en novembre il me semble. C'est pas anodin parce que vous comprendrez par la suite que je pense que c'est sorti... Je ne sais pas si on peut dire que c'est sorti au meilleur moment ou au pire moment. Je vais vous lire le résumé du livre plutôt que vous en faire un moi-même. Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour, écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur, un inoubliable personnage de roman, son double inversé, l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret. Donc voilà, déjà là tout de suite vous avez peut-être saisi que ça va pas être une vidéo pump it up, vive la joie, le bonheur. Hein. Mais il en convient alors de se demander, avec un titre pareil et ce que je viens de vous lire, à votre avis elle est où la sérotonine dans Sérotonine? Est-ce que son titre est pas complètement ironique? Eh bien écoutez, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, c'est parti, et on va commencer tout de suite avec la première partie. On va commencer tout de suite avec la première partie dans laquelle je me suis penchée sur l'incipit et sur son rôle. Le mot incipit vient du latin incipere qui signifie commencer. Le rôle de l'incipit, c'est de nous présenter le personnage, les thèmes de l'histoire, les thèmes du roman qui vont être abordés, et également de nous donner un cadre, de poser un cadre en nous donnant l'espace, le temps, le lieu où on se trouve. Le roman s'ouvre ici sur un incipit in medias res, ce qui veut dire qu'on est directement plongé dans l'action, on rentre directement dans l'histoire. Et ici, on est donc le matin, on n'a simplement pas d'informations durant tout l'incipit sur l'espace, sur le lieu, sur l'année dans laquelle nous sommes. Le lecteur a alors la sensation dès le départ d'être lâché dans le bain, directement dans l'histoire. Il ne sait pas où il est et il ne sait pas du tout non plus où il va. On avance un petit peu dans l'incipit et on trouve une description du personnage principal faite par lui-même. Notre personnage s'appelle donc Florent Claude, il a 46 ans et comme on l'a vu dans le résumé, il est ingénieur agronome au ministère de l'Agriculture. Mais également on a une bribe de son caractère à travers cette description assez péjorative de l'administration française. À travers cette description péjorative qui va nous faire de l'administration, on devine donc en filigrane le fait qu'il va faire une description extrêmement satirique et très péjorative de la société. On relève également que cet incipit est à la première personne du singulier comme je vous le disais. C'est donc le personnage qui s'appelle Florent Claude qui va nous raconter son histoire. On est donc coincé avec lui. Il n'y a pas du tout non plus d'objectivité sur ce qui va se passer, sur ce qui va lui arriver, sur les événements auxquels nous allons faire face. Cette narration interne de la part d'un personnage comme Florent Claude, qui est assez spécial, vous allez le voir, c'est un peu une métaphore de l'homme cis, blanc,
hétéro, qui a sa vision du monde, un petit peu égoïste, un petit peu auto-centré, et qui se rend pas forcément compte de l'impact que son comportement et son avis ont sur les choses autour de lui. Penchons-nous maintenant sur l'organisation et la construction de cet incipit, qui, vous allez le voir, est en miroir avec la construction de l'excipit et du dernier chapitre du livre, et ça c'est très intéressant. En effet, cet incipit se divise en 5 phases, en 5 parties. Le premier paragraphe, c'est la routine du personnage, donc on se rend très vite compte qu'il a une vie assez morose et pas très palpitante. Le deuxième paragraphe est très court, mais il nous parle du Captorix. Donc le Captorix, c'est un médicament qui a été inventé par Michel Houellebecq pour l'histoire, qui est censé guérir de la dépression et qui va libérer des hormones de sérotonine dans l'organisme. Le troisième paragraphe est donc sur Florent Claude, le personnage. Il va se présenter, parler un petit peu de son passé, et on va donc un peu découvrir aussi son caractère et sa vision de la vie et de lui-même. Le quatrième paragraphe est de nouveau sur le Captorix, mais ici un peu plus centré sur la dépression en elle-même. Et enfin, l'incipit se conclut par une phrase brève de conclusion. Comme je vous le disais, cet incipit est construit en miroir avec l'excipit du roman. En effet, on y retrouve les mêmes termes qui sont abordés, seulement peut-être parfois d'une manière un petit peu plus différente. Le premier paragraphe de l'excipit concerne le Captorix. Le deuxième paragraphe est sur la mort. Le troisième est sur Florent Claude. C'est une conclusion en fait de sa vie durant le roman, alors que dans la première partie, on avait une bribe de ce qu'il était. Ici, on a une bribe de ce qu'il ne sera plus. Le quatrième paragraphe concerne Dieu et le Christ. Et enfin, encore une fois, ça se termine comme l'incipit avec une phrase de conclusion. Au regard de l'organisation de cet incipit, on relève donc en effet les thèmes qui seront abordés dans le roman, à savoir la société, la dépression, la femme et la question en filigrane de tout ça de la virilité masculine. Si on va aller plus loin, on peut se dire que cette organisation, aussi bien de l'incipit que de l'excipit, est en fait une métaphore malheureusement de l'organisation et du cadre de la vie du personnage principal. En effet, on voit bien que ça commence par la dépression dans l'organisation et que ça finit par la dépression et par la mort dans l'excipit du roman. Toute la vie et toutes les journées de Florent Claude seront organisées comme ça malheureusement, et la dépression en prend toute la place du matin au soir, du début à la fin de sa vie. L'incipit de sérotonine respecte donc en majeure partie son rôle, mais il est quand même assez intéressant de relever que, comme je vous l'ai dit, on n'a aucune information pour l'instant sur où on se trouve, quand est-ce qu'on est, le pays où on est. On a simplement les informations que veut bien nous donner le narrateur principal. Cet incipit nous laisse donc assez perplexe et un petit peu perdu, alors qu'il est censé poser un cadre pour guider le lecteur. Finalement, on va être mangé à la même sauce que le personnage, on va être coincé avec lui et on va subir sa dépression autant que lui. On a donc établi le rôle de l'incipit et on va se baser sur ce dernier pour cette première partie, enfin cette seconde partie, dans laquelle on va se concentrer sur l'aspect passif de la vie de notre personnage principal. Il mène une vie pauvre, dans le sens une petite vie, pas palpitante du tout. On peut lire en effet « Je n'allume pas de cigarette avant d'avoir bu une première gorgée. C'est une contrainte que je m'impose. C'est un succès quotidien qui est devenu ma principale source de fierté. » On voit donc qu'il se satisfait de peu et on peut se demander du coup, puisqu'il dit que c'est sa principale source de fierté, quelles sont les autres ? Et vous verrez que malheureusement il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait. Toutes ces matinées se ressemblent, il fait toujours la même chose, dans le même ordre, c'est une vie très mécanique. En effet, mon premier geste est de mettre en route la cafetière électrique. La veille, j'ai rempli le réservoir d'eau et le filtre de café moulu. Cette vie mécanique fait de lui un personnage passif, il n'est pas du tout acteur de sa vie, ni de ses émotions. Il se laisse porter par la vie et comme il le dira plus tard, il se laisse balloter par l'existence. Cette existence est lourde et fatale. Regrettable enchaînement de circonstances. Je me suis laissé balloter par l'existence. Mon incapacité à reprendre ma vie en main. On relève également qu'il nous dit « Dieu avait disposé de moi, je n'étais pas responsable ». On peut mettre cette phrase en miroir avec une phrase qu'il va prononcer dans l'excipit où il nous dit « Dieu s'occupe de nous en réalité ». Pour appuyer ces idées, on peut noter durant l'incipit 2 champs lexicaux. On relève donc premièrement le champ lexical de la douleur, avec douloureux, contrainte, violence stupéfiante, aucune joie, entièrement raté, dégoûtant, détruire, et enfin flasque et douloureux effondrement. Le deuxième champ lexical qu'on relève, c'est sur la contrainte et le caractère passif de sa vie. Mon premier geste, contrainte, enchaînement de circonstances, je n'ai rien fait, je me suis laissé balloter par les circonstances, mon incapacité à reprendre ma vie en main, je n'avais jamais été capable de contrôler ma propre vie. Nous sommes donc face à un personnage dépressif qui mène une vie tout aussi déprimante, mais malgré ça, il se laisse balloter par l'existence et il en est totalement conscient. En filigrane de cette description pathétique de la vie du personnage, pathétique qui vient donc de pathos en grec qui veut dire affect, douleur,
commence donc à se dépeindre une description satirique de la société selon notre personnage. On arrive donc au point qui est selon moi le plus important et le plus flagrant du roman. En effet, Houellebecq dresse dans Sérotonine et dans toute son œuvre en fait un portrait d'une société en totale déchéance. Et a aussi une idée bien définie de ce que doit représenter l'homme, de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Chez Houellebecq c'est pas compliqué, l'homme est dépressif, raté et alcoolique et la femme est une pute, accro au sexe et qui plus est au sexe hard. C'est très cru dit comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment ça. Commençons par les hommes. Donc l'homme idéal, selon Houellebecq, est un homme viril qui attire les femmes. La virilité qui semblait se dégager de mon visage carré aux arêtes franches. Je sentis enfler leur considération pour mes compétences viriles. Il paraît cependant essayer de se convaincre qu'il vaut quelque chose au regard des femmes. Mais on voit bien qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il vaut plus grand chose sur le marché du sexe ou de l'amour. Mais attention, l'homme gay chez Houellebecq n'est en rien viril aux yeux du personnage. Il fait clairement preuve d'homophobie. Puisqu'on peut lire une pédale botticellienne, une soirée de vieux pédés, et trop doux et trop proche du féminin. Je précise que je cautionne pas du tout ces paroles, hein, ça fait même mal au cœur de dire ça, c'est horrible. On voit bien cependant qu'il sait qu'il n'est pas beaucoup plus viril que ces pédales. On peut relever en effet dans la phrase la virilité qui semblait se dégager de mon visage, et également je n'étais en réalité et je n'avais jamais été qu'une inconsistante lopette. On arrive donc au cas des femmes. Alors là je vous jure, accrochez-vous parce que si là ça vous a choqué, bah alors ce qui arrive, vous n'êtes pas prêts, hein, clairement. Le sexe est évoqué dès l'Incipit. On comprend donc qu'il en sera question dans la suite du roman. Puisqu'il nous dit, à la fin de l'Incipit, les effets secondaires indésirables les plus fréquemment observés du Captorix étaient les nausées, la disparition de la libido et l'impuissance. Il continue avec « Je n'avais jamais souffert de nausées ». En réalité, on se rend compte qu'il ne relève pas le fait que la libido et l'impuissance seront presque devenus absents de sa vie. La seule chose qu'il relève, c'est qu'il nous dit « Je n'avais jamais souffert de nausées ». Donc cela insinue qu'il a déjà souffert d'impuissance et qu'il a déjà connu une baisse de libido. Donc soit il s'en fout, donc c'est-à-dire que le sexe n'a pas de place dans sa vie, soit il en a déjà souffert, soit c'est les deux, donc dès le début il ne donne pas une image valorisante du sexe. Il nous parle de son côté négatif si je puis dire, puisqu'il est ici question de ne pas pratiquer le sexe finalement. La première fois qu'il est question des femmes, c'est dans le début du premier chapitre. Deux filles dans la vingtaine en sortirent. Même de loin on voyait qu'elles étaient ravissantes. Ces derniers temps, j'avais oublié à quel point les filles pouvaient être ravissantes, ça m'a fait un choc. Vous me direz, pour l'instant, rien de mal. Seulement, si vous vous penchez bien sur ce que j'ai lu, on voit bien qu'il dit « ça m'a fait un choc ». Donc c'est comme s'il n'avait jamais vu de femme auparavant, ou depuis très longtemps du moins. Chez Houellebecq, les femmes sont hyper sexualisées. Les deux jeunes filles qui viennent d'apparaître ne sont décrites que physiquement. Il va donc nous décrire toutes les parties de leur corps, en commençant par le haut et en finissant par le bas. Ça commence par une description somme toute basique, hein, puisqu'il nous dit elle avait de longs cheveux châtains clairs, très légèrement ondulés, son front était ceint d'un mince bandeau de cuir, recouvert de motifs géométriques colorés. Mais on arrive très vite à un bandeau de coton blanc recouvrait plus ou moins ses seins, et sa jupe courte flottante en coton blanc également, semblait prête à se soulever au moindre souffle d'air. Si on continue, on peut trouver les termes désirable, désirable et bonne, salope, un peu salope, pardon. Encore une fois, le bandeau recouvrant ses seins, et hypnotisé par son cul. Voilà, je vous l'avais dit, hein, les femmes chez Houellebecq ne sont que un morceau de viande désirable. On retrouve dans ce premier chapitre, encore une fois, l'idée de la virilité, puisque ces deux jeunes femmes ont un problème avec leurs pneus, et encore une fois, Florent Claude, notre personnage, va se décrire comme un héros. Il nous dit « Elles avaient bien fait de s'adresser à moi, il n'était que temps, elles étaient sans le savoir en réel danger. » En réalité, il veut se persuader qu'il voit encore quelque chose sur le marché de l'amour, ou plutôt de la sexualité ici. Hein. Il les traite donc comme de simples corps en mouvance, où leur simple but est de plaire, mais il est quand même assez intéressant de relever le champ lexical qui accompagne l'apparition et l'arrivée de ces deux jeunes filles. En effet, on relève un champ lexical digne d'une apparition divine. On relève les termes « l'air était tellement chaud »,« apparition d'un mirage »,« les filles étaient réelles pourtant », on relève deux fois le terme blanc qui se réfère donc à Dieu et à la pureté. Et enfin la phrase « Dieu est clément et miséricordieux ». La femme bénéficie donc d'une description et d'une apparition merveilleuse. Mais faut pas se laisser berner, parce que si vous relevez la dernière phrase que j'ai dite, qui est donc « Dieu est clément et miséricordieux »,
Cette phrase, elle veut nous dire que Dieu est clément, puisque par sa grande clémence, il offre les femmes aux hommes. Mais le terme miséricordieux signifie qu'il va pardonner l'homme d'avoir succombé au charme de la femme. La femme est donc là pour déconcentrer l'homme. Le terme divin dans l'expression apparition divine prend alors tout son sens. La femme ici est complètement sacralisée. Et au même titre que dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui va amener l'homme à succomber, puisque c'est Ève qui a poussé Adam à manger le fruit défendu. La seule femme qui va bénéficier dans ce roman d'une place juste, c'est Camille. Camille, c'est l'ex-copine de Florent Claude, donc on n'a pas connu leur histoire dans le roman, ça s'est passé avant. Camille est mère d'un enfant de 5 ans et c'est une mère célibataire. Ce qui va se passer, c'est que Florent Claude va vouloir la reconquérir. Et pour la reconquérir, il a la merveilleuse idée de penser à tuer le fils de Camille pour pouvoir être l'homme qui va la réconforter dans sa perte et dans sa tristesse. Heureusement, je vous rassure, il n'a pas eu les couilles, puisqu'on peut dire cette expression ici, il n'a pas eu les couilles d'aller jusque-là. Dieu merci. Mais cela n'est pas anodin du tout, et de cette volonté, on peut en déduire plusieurs choses. La première chose, c'est que Camille est donc la seule personnage de ce roman qui a réussi à procréer, et Florent Claude veut la détruire. Ça peut donc être une métaphore de la société occidentale qui peine à se reproduire dignement. Également la conclusion définitive qu'il y a une impossibilité d'amour et de relation entre Camille et Florent Claude, pardon. Mais aussi, et ce qui est le plus intéressant et qui a pas mal de résonance aujourd'hui, mais le fait que lorsque la femme devient mère, elle est inaccessible, elle n'a plus de place et elle n'a plus la volupté qu'elle pourrait avoir sur le marché de l'amour. Elle doit redevenir ou rester sans enfant pour pouvoir être convoitée par un homme. En définitive, la femme est chez Houellebecq un objet de convoitise qui va détourner l'homme de sa vie. Et l'homme est bien évidemment un héros qui viendra la sauver d'un pneu sous-gonflé par souci de virilité. On arrive donc à la partie sur la satire de la société. Comme je vous l'ai dit au début, ce roman est paru durant la crise des Gilets jaunes, en plein milieu. Il apparaît donc déjà dans un contexte tendu et de révolte. De ce fait, il n'est pas anodin d'y suivre l'histoire de Florent Claude et de Emeric, son meilleur ami, qui vont se révolter contre l'augmentation des prix et qui vont mener des révoltes assez violentes. Emeric, c'est l'ami d'enfance de Florent Claude, qui malheureusement a fait faillite, malgré le fait qu'il vienne d'une famille d'aristocrates. Ce qui va se passer, c'est que lors d'une manifestation où il porte une arme, un fusil de chasse, ce qui va se passer, c'est qu'au final, il va se tirer une balle en pleine tête, et un journaliste de BFM TV a filmé la scène qui est retranscrite en direct. Le personnage d'Emeric est en fait l'allégorie de tous ces morts et de tous ces manifestants, agriculteurs, qui plaident pour des causes, mais ont choisi de ne pas les regarder et de faire comme si leur tristesse n'existait pas. Notre société est aveugle, l'homme est égoïste et individualiste. La mort, un mort, est insignifiant. Ça nous choque le temps d'un instant, mais finalement, ça ne va pas nous perturber beaucoup plus longtemps. On l'oublie, parce que finalement, ça ne nous touche pas directement. Et je peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec plus de 6000 personnes en réanimation, une centaine voire plus de morts par jour en France. Et pourtant, chacun continue de vivre sa vie. On continue de faire des soirées, on continue de partir à l'étranger pour voir nos amis parce que on en a marre d'être enfermés au final. Ça fait une semaine que je suis enfermée chez moi, mais j'en ai marre, c'est pas grave. Je vais voir mes amis, je fais des soirées parce qu'au final, tous ces gens qui meurent, bah ils sont pas autour de moi. Et autour de moi, au final, bah, personne n'a eu le Covid. Puisque je parle du Covid, si jamais, hein. Personne n'a le Covid, donc tous ces gens qui meurent, ça ne m'atteint pas directement et je ne me rends pas compte de la gravité de mes actions. Je tiens à dire que je ne parle pas de moi, je prends un jeu général. J'ai trouvé une citation en faisant cette vidéo qui malheureusement représente très bien la situation mais qui est très parlante, aussi bien la situation du livre que le contexte actuel. Les morts sont des invisibles et non des absents, par Saint-Augustin. Cette situation m'a aussi fait beaucoup penser à Lost, pour ceux qui ont vu cette série, où il est souvent question, c'est un petit peu un leitmotiv de la série, vivre ensemble ou mourir seul. Et malheureusement, ici, enfin en tout cas actuellement, dans notre période actuelle de Covid, de crise sanitaire, ben on vit tous ensemble en fait. On vit ensemble, en famille, entre amis, on se rassemble, on se croise dans la rue, et malheureusement, ces gens qui meurent sont loin de nous et ne nous touchent pas, donc ils finissent par mourir seuls. Il est clairement question ici du déclin de la population. La vision du couple et de la procréation est complètement renversée. Comment la société peut-elle survivre? Il n'y a aucune once d'espoir ni de bonheur. C'est la fatalité qui prime et la seule issue semble être la mort par le suicide. Voici la définition de la fatalité selon le CNRTL, force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive est déterminé d'avance, ce qui est inévitable. La fatalité de la mort est plutôt du suicide et donc ici inévitable de par son caractère surnaturel. On ne peut rien y faire et ce sera notre fin à tous. Cette fatalité, elle est induite dès la première phrase de l'Incipit que j'ai volontairement pas prononcée tout à l'heure. C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable.
Et ça ne vous étonnera pas, cette phrase c'est aussi la première phrase de l'excipit du dernier chapitre du roman. Ce qu'on peut en dire, c'est que le roman commence et finit par le Captorix, par la dépression, par la métaphore et par la symbolique d'une vie triste, déprimante, un petit peu inutile à vivre au final. On peut aussi analyser ça comme le fait que la vie est un cercle vicieux, tout est un éternel recommencement, comme la mode. Cette fatalité de la mort, on la retrouve dans le dernier chapitre, puisque comme je vous l'ai dit au début, on a un paragraphe entier sur la mort, et sur la désagrégation du corps. La mort finit par s'imposer. L'armure moléculaire se fendille, le processus de désagrégation reprend son cours. On arrive enfin à la dernière partie qui va parler de Dieu. Sérotonine est un roman catholique. Premièrement, de par le sens étymologique du terme de catholique, puisque cela vient du grec katholikos qui signifie universel. En effet, c'est totalement la portée et la métaphore du roman que ce qui arrive à Florent Claude peut nous arriver à tous, et cela on a bien compris, c'est induit dès le départ jusqu'à la fin. Le catholicisme doit son nom au terme katholikos, car il entend se situer dans la continuité d'une tradition bimillénaire de recherche d'unité et d'universalité. La religion est la première chose qui s'est vue sacralisée. Malheureusement, elle n'a plus aujourd'hui dans notre société la place qu'elle a eue. La notion de sublime va alors se développer dans la société et dans l'esprit des hommes, puisque la religion offrait une sorte de transcendance qui permettait à l'homme d'avoir l'impression d'avoir une connexion avec l'au-delà. Et le sublime, ça rejoint cette idée. Physiquement écrasé par la nature, l'homme se sent mobilisé sur le plan de la réflexion. La société va alors se libérer du religieux pour plonger peu à peu dans un monde profane. Profane et sacré sont deux termes antinomiques. Profane, selon encore une fois le CNRTL, c'est ce qui est dépourvu de caractère religieux sacré, qui trait au domaine humain, temporel, terrestre. Donc vous voyez bien qu'auparavant on cherchait la transcendance grâce au sacré, grâce à la religion bien évidemment, et que peu à peu nos civilisations, notre société est devenue religieuse, mais cette transcendance était toujours très intéressante et recherchée par l'homme. Le sublime, ce n'est pas quelque chose de plus que beau, cela révèle de la démesure. En d'autres termes, le sublime représente quelque chose de supérieur à l'homme. C'est plus un état d'esprit et une sensation que quelque chose de tangible et de physique. En effet, Kant dira dans Introduction à la philosophie que est sublime ce en comparaison de quoi tout le reste est petit. Donc en somme, le sublime est une forme de sacré qui se déplace du domaine religieux au domaine profane. Je sais que c'est une notion assez particulière à saisir, mais vous le verrez, je vais en parler dans des prochaines vidéos, ça pourra peut-être vous éclaircir. Chez Houellebecq, le sublime est présent de deux façons. Premièrement, dans un domaine sacré, par la présence évidente de Dieu, mais également, moi je dirais, sur un plan un petit peu plus profane, avec l'idée que l'on vit peut-être pas dans un monde réel. Là vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Déjà qu'elle nous parle de sublime et de Kant, mais qu'est-ce qu'elle a fumé la gamine? Je m'explique, dès l'incipit il est question de Dieu avec la phrase « Dieu avait disposé de moi », que l'on retrouve à la fin sous la forme « Dieu avait disposé de nous » en réalité. Ce qui m'intéresse ici pour expliciter le deuxième point du sublime dans le roman, c'est le terme « en réalité ». La réalité opposée au mensonge, ou la réalité opposée à l'irréel. C'est la deuxième option qui m'intéresse pour ce roman. En effet, comme on l'a déjà vu, on va relever un champ lexical du divin à travers les trois parties du roman qui nous intéressent. En effet, on relève le champ lexical de l'irréel et de la réalité, avec les termes suivants: artificiel, réel soulagement, illusion, Dieu, illumination, extase, des signes, ils ont tous les signes, je n'étais en réalité, les filles étaient réelles pourtant. Cela doit du coup vous rappeler, avec la dernière phrase, l'apparition des deux jeunes filles au début du premier chapitre. Ainsi, l'homme est sans cesse surpassé, surplombé par tout ce qui l'entoure. Aussi bien physiquement que mentalement, à l'intérieur de lui, il se sent, il ressent cette émotion. Il ne sait plus s'il vit dans ce monde qui est pourtant tangible, s'il est dans la réalité. Il se demande implicitement si son monde n'est pas faux, si en réalité la vie heureuse ne se trouve pas ailleurs. Si tu es encore là pour la conclusion, bravo et surtout merci. Je sais très bien que ce travail d'analyse était un petit peu lourd pour certains, mais sincèrement moi je trouve ça fascinant, surtout quand on s'attarde sur les œuvres de Houellebecq, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes thèmes qui reviennent, mais c'est vraiment fascinant de se rendre compte à quel point c'est parlant. Sérotonine, c'est pas du tout une ode à la vie, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est une ode à la mort.
C'est simplement un étalage des bas-fonds de l'humanité et de la société dans laquelle nous vivons. Ironie ou destin, je ne sais pas, de par le fait qu'il soit paru durant la crise des Gilets jaunes. On peut donc forcément pas passer à côté de la satire et de la déchéance de la société. Un monde où les femmes sont hyper sexualisées et diminuées à de simples objets du fantasme masculin. Et où les hommes sont des héros en quête de virilité à tous les coins de rue, mais que la dépression finit par engloutir. Malheureusement, ce monde qui semble irréel en totale déchéance a beaucoup trop de points communs avec notre existence, que ce soit à travers le mouvement MeToo qui a émeu le monde entier et qui bouge encore aujourd'hui, que ce soit à travers la crise des Gilets jaunes ou la crise sanitaire du Covid. Nous aussi, on bafoue les libertés des femmes de notre pays, et nous aussi, on laisse nos morts devenir des invisibles. Le comble de sérotonine reste bien évidemment son titre, puisqu'il n'y a pas, il n'y a plus de sérotonine dans Sérotonine.